Hello Alexia, comment tu vas? Super, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ton métier aussi, qui est assez, euh, j'ai envie de dire, atypique, assez méconnu. Rien que le titre déjà, donc tu fais du growth hacking. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire qui tu es? Alors, moi, je fais plein de choses. Donc, déjà, je vais commencer par le dénominateur commun de tout ce que je fais, c'est travailler une croissance durable. Pour ensuite un petit peu resituer. Donc, moi, j'ai ouvert il y a plusieurs années une agence et un centre de formation autour du growth marketing avec toujours un volet qui pour moi est important, qui est la durabilité. Je travaille énormément dans la formation, je donne des interventions en école, en entreprise et je suis assez engagée dans une école qui s'appelle Origami. Je suis responsable pédagogique du bootcamp numérique co-développé avec Google. Donc l'idée, c'est de former des chefs de projet en marketing digital. Et je suis CMO aussi d'une plateforme d'investissement participatif spécialisée dans la climate tech. Ok. Et enfin, je suis agricultrice. Voilà, j'ai une ferme durable. L'idée, c'est d'avoir un modèle un peu de transition, montrer que c'est possible d'aller vers une agriculture plus durable, plus raisonnée, et montrer qu'il est possible que croissance rime avec durabilité et surtout performance. Voilà. Donc, pour resituer un petit peu l'univers d'Alexia. Ouais, en fait, t'as plusieurs métiers. Enfin, je me demande si tu as 24 heures dans une journée comme nous tous, mais c'est vrai que agricultrice, tu fais tu fais des cours, tu es consultante avec ton centre de formation, etc. Comment tu... Bah, je travaille la croissance avec la montée en compétences, la croissance avec l'agriculture, la croissance avec le gros marketing durable pour justement aider les entreprises à avoir plus de visibilité et donc bien sûr augmenter un petit peu leur partie commerciale. Donc finalement, ça a du sens. Voilà, c'est le dénominateur commun, c'est toujours croissance durable. c'est très intéressant, mais quand tu dis que... Pour moi, en tout cas, j'ai du mal à faire rimer, tu sais, la performance avec la durabilité, par exemple. À l'école, en master, j'avais tu sais, des projets, tu dois créer une startup fictive, etc. Et souvent, il y avait l'aspect durabilité qu'il fallait intégrer dans le projet. Et c'est vrai que quand tu te retrouves à faire des business plans, des business models, tu es... moi, j'avais la difficulté de faire de l'argent, faire de la croissance, mais avec de la durabilité, avec une empreinte assez neutre, sans tomber dans le greenwashing, etc. Comment, comment tu fais rimer en fait la performance tout en gardant euh, un côté tout en gardant le côté durabilité, respect de l'environnement et minimiser aussi notre impact, que ce soit écologique ou même social. Alors, bah, déjà, alors, ça va être difficile de tout expliquer, mais il y a un premier pas qui est avoir une démarche d'impact. Et donc, tu vas devoir commencer par déjà rédiger un petit peu ta charte d'impact, c'est-à-dire bah, quel, dans quel chemin tu vas aller. Tu vas devoir faire preuve aussi un peu d'honnêteté et de transparence, parce que justement, comme tu dis, c'est pas si simple, hein. Mais c'est en fait repenser ta manière d'aller chercher du client, d'aller faire du trafic. Dernièrement, je parlais avec un expert en retail et qui est pas mal sur les leviers de publicité, qui me parlait qu'ils avaient mis en place des systèmes pour faire de la publicité la nuit, ce qui impactait un peu moins les serveurs. Bah, un truc vraiment bien, je crois que ça s'appelle Impact Plus. Enfin, j'ai trouvé la démarche incroyable, tu vois. C'est aussi une manière aujourd'hui de repenser. C'est vraiment repenser les choses. Tu vois, en agriculture, alors je fais des petits sauts entre tous les sujets. Moi, j'ai appris, j'ai repassé un diplôme hein, pour être agricultrice et j'ai appris l'agriculture avec les ananas.
Et en fait, les ananas, c'est très long, hein, c'est 2 grossesses pour faire un ananas. Et dans la nature, il y a la fleur, en fait, qui s'ouvre, qui commence à pousser. À partir du moment où la fleur de l'ananas pousse, c'est là que tu auras le fruit. Tu sais que dans tant de mois, tu vas pouvoir récolter ton ananas. Bah, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on provoque l'induction de la fleur. Pourquoi? Parce qu'on cherche la performance. Tu vois? Mais finalement, si tu pars du principe que tu en auras moins de l'ananas, tu vas moins en manger, et que l'ananas, il va juste prendre son temps et faire comme il veut, bah, en fait, tu en auras de l'ananas, mais tu en auras peut-être moins. Mais tu vois, c'est une histoire déjà d'accepter de vivre un peu autrement. Et a-t-on vraiment besoin de cette surconsommation? Je ne suis pas sûre. Tu vois? Donc déjà, si tu as une démarche où bah, j'ai peut-être pas besoin de tout ça, parce que souvent, bah, pourquoi aujourd'hui on parle du fait que on jette de la nourriture? Parce qu'en fait, on a trop de choses. Tu vois? Donc il y a déjà ça. Et dans les entreprises, ils ont du mal aujourd'hui vraiment à exécuter un plan de grosse marketing durable parce qu'ils savent pas par quoi commencer. Et on se met, tu vois, une pression énorme. C'est comme quand j'entends souvent des personnes qui vont dire, bon, bah, il faut arrêter de prendre l'avion. Enfin, on peut pas, c'est pas tout ou rien. Et les personnes qui ont des familles à l'étranger, on peut plus se voir. Enfin, tu vois, Faut le faire intelligemment, quoi. exactement, exactement. Et donc, c'est pour ça que toujours, moi, je conseille déjà de commencer par une charte d'impact et de pas se mettre une pression dingue. C'est, tu sais, la méthode Kaizen, c'est faire des petits pas pour avancer. Et ben moi, j'y crois beaucoup. Donc, si déjà tu commences à avoir des démarches beaucoup plus autour de justement tout ce qui est un peu sustainability, tu vois, durabilité, si chaque personne faisait 10 pas, tu t'imagines le nombre de pas qu'on ferait dans le monde. Donc voilà, commencer déjà à se donner des objectifs, se dire sur quoi tu pourrais décider de changer ta manière de faire, de travailler. Tu vois, par exemple, aller chercher du trafic plus qualifié au lieu d'aller faire de la masse, bah ça déjà, ça a un impact énorme. Tu vois, par exemple, tu veux faire un site internet. Aujourd'hui, tu peux vraiment travailler sur de l'éco-conception. Les gens, ils n'y pensent pas, mais ça existe, c'est complètement possible. Le monde du packaging, le packaging durable, maintenant, mais il y a tellement de trucs extraordinaires, tu vois. Donc, en fait, finalement, on a des solutions. C'est juste qu'aujourd'hui, ben, dans les entreprises, il y a cette démarche RSE pour les grandes. Les petites, elles se disent, mais comment je peux faire à mon niveau? Et c'est pour ça que justement, moi, j'ai fait cette newsletter qui s'appelle Sustainability Meets Growth pour expliquer aux gens que, attends, c'est possible que tu sois solopreneur, entrepreneur, euh, TPE, PME ou grand groupe, bien sûr, où là, tu vas avoir plus de moyens. Euh, il y a plein d'initiatives que tu peux mettre en place, mais encore une fois, ça commence par cette charte et cette honnêteté et transparence que tu dois avoir que non, tu vas pas pouvoir tout changer. C'est pas possible. Par contre, tu peux vraiment mettre, en fait, c'est être acteur du changement et avoir des initiatives sur tous tes leviers, en fait, qui auront obligatoirement un impact. Et enfin, pour fermer cette énorme parenthèse, c'est data. C'est la data. Tu vois, quand tu fais du gros marketing, tu vas piloter ta croissance avec la data. Quand tu travailles dans l'impact, il y a de la data. Puisqu'en fait, on va te demander justement bah, ce que tu fais, c'est un impact sur qui, sur quoi, comment. C'est des chiffres. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, il y avait plus il y a pas, c'est pas une différenciation que de travailler dans l'impact ou que de faire de la durabilité, puisqu'en fait, quand tu fais du gros, tu regardes la data. Donc en fait, quand tu dois mettre des stratégies en place, eh ben, tu travailles avec la data. Donc l'impact, la durabilité et le gros, c'est la même famille. Est-ce que tu penses que ça va devenir, j'imagine que ça va devenir la norme d'ici quelques années où on aura l'obligation de prouver qu'on minimise et qu'on essaye du moins au maximum de minimiser nos impacts sur l'environnement, etc. C'est vrai qu'actuellement, je pense que les entreprises ne sont pas obligées de le faire, mais devraient s'y préparer parce que déjà, c'est mieux pour tout le monde de le faire maintenant et c'est mieux de se préparer avant que ça devienne obligatoire, qu'il y ait des lois et que là, les entreprises, l'espace de quelques mois, doivent changer toute leur façon
de penser, d'acquérir de nouveaux clients, etc. Je pense que ce que tu dis, c'est top. Tu touches Mm, le fond du sujet. Alors moi justement dernièrement j'ai fait un post qui disait si tu penses que la durabilité c'est une norme et c'est pas une différenciation, lis. mm, Parce que moi pour moi je ne suis pas dans la différenciation, je suis dans la normalité. mm, Il y a deux dates aujourd'hui qui sont importantes, c'est 2030 où justement l'idée c'est que l'économie devienne un peu régénératrice et 2050 où en fait les entreprises ne pourront plus être financées si elles ne suivent pas justement des règles de durabilité. Et donc en fait, c'est déjà les lois existent déjà, elles vont se durcir. mm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, hein, dans justement cette plateforme d'investissement participatif We Take Part dans la Green Tech, bah, en fait, on est aujourd'hui un acteur pour aider les entreprises à accélérer et justement dans le but d'accélérer la transition écologique et énergétique. Et en fait, ben, nous, on ne financera que des entreprises qui justement seront sur ce chemin-là. Puisque en Ok. fait, ce ne sera même plus légal de le faire. Donc, oui, il faut se mettre tout de suite en ordre de marche, mais c'est pas facile. Donc, moi, j'essaie de sensibiliser énormément sur ce sujet. Et il y a deux choses. Il y a l'impact, minimiser ton impact environnemental et maximiser ton impact pour aider l'environnement. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, moi je suis très positive, il y a plein d'entreprises qui ont des initiatives incroyables pour donner une réponse à la Terre qui demande de l'aide aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu peux démystifier un petit peu ce que c'est déjà le growth hacking? Parce que je pense qu'il y a peut-être la moitié des gens qui pensent que tu es derrière un ordinateur en train de faire du code et hacker Alors, des sites web. ok. Moi, déjà, c'est dommage que le mot hacking ait ben, justement un côté un peu négatif. Moi, je ne vois pas comme un hack, comme du piratage, je le vois comme des astuces. Ouais, c'est ça. C'est trouver le Enfin, c'est chemin, un chemin exactement, pour, exact, euh, pour pour réussir à atteindre faire la grossir performance. ton... Ouais. Exactement. Et en fait, comment tu vas le faire? Parce que tu peux pas le trouver comme ça, ce chemin-là. Tu vas travailler par itération. En fait, c'est vraiment comme si on brainstormait ensemble en se disant, OK, comment on va faire pour générer du trafic? Comment on va faire pour générer des leads? Comment on va faire pour faire en sorte que nos clients, ils aillent porter la bonne parole? Comment on va créer cette communauté qui sera fédérée autour de notre mission? Comment on va proposer une offre avec un business model qui peut nous permettre justement de croître et qui est scalable? Mm. Donc, tu vois, un peu, c'est ce schéma-là. Et on va avoir comme une sorte de brainstorming avec plein d'idées qu'on va mesurer avec une matrice qui s'appelle la matrice ICE, où tu vas te poser trois questions. Quel est l'impact de mon initiative, donc l'action que je vais faire, hein. Quel est l'indice de confiance? Tu vois, est-ce que, bon, vraiment, on a confiance en ça ou bon, c'est vraiment un test, on ne Mm. sait pas trop et l'effort que ça va te demander à mettre en place. Mm. Donc à la fin, l'idée, c'est de faire quoi? C'est de trouver des actions qui ont un énorme impact et qui te demandent le moins d'efforts. Et en Mm. fait, tu vas travailler par sprint où toutes les semaines, tu vas lancer une action. À la fin de la semaine, tu regardes comment ça se passe et tu fais ça pendant un mois, 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, on se regarde, on se dit, OK, bon, bah là, ça a marché. Et comme tu as lancé des actions toutes les semaines, Mm. en fait, tu as du recul. Donc, c'est comme une sorte de métier qui est un peu de la R&D Ouais. tout le temps. Donc, je trouve ça très stimulant. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop la routine. Donc, ça me permet de continuer à rester créative et à trouver, tu vois, identifier les bons leviers, avoir le bon message aussi, tester des messages. Et en Mm. fait, tu te challenges énormément. Et en faisant ça, au bout d'un moment, tu arrives à quelque chose que tu as assez bien optimisé. Souvent, moi, je dis feedback is gold ou feedback is a gift. Tout justement, les retours que tu peux avoir de tes utilisateurs, ben, ça va te permettre d'avoir le meilleur produit. Et on est vraiment beaucoup comme ça dans le gros. Après, maintenant, j'essaye vraiment, vraiment d'expliquer que le gros, ça va avec la durabilité. Moi, je fais du gros marketing durable parce que aussi, je pense, on teste des choses, on itère. Pourquoi? Pour la pérennité. Parce que, en fait, moi, je veux mettre en place des stratégies long terme. Ouais. Si tu fais du long terme, tu fais de la durabilité, tu Mm. vois. Et est-ce que tu as
des entreprises qui pensent que prendre un consultant ou une agence spécialisée en growth hacking durable et une en growth hacking classique, est-ce que ça, pour eux, ça va coûter plus cher ou les performances seront moins bonnes parce que c'est durable, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'ils faisaient d'habitude pour adapter, mais est-ce qu'on peut garantir des performances encore meilleures ou du moins similaires tout en ayant un bon impact? Ouais, alors non, ça va pas te coûter plus cher. Après, à partir du moment où tu veux faire du gros marketing durable, c'est que ça y est, t'es éco-conscient, ça y est, t'as compris. Mm, Et donc, en fait, il y a que ça qui t'intéresse, ben, clairement. Et ensuite, le gros marketing durable, ça va rimer avec qualité. Donc, on va faire moins, mais on va faire beaucoup mieux. mm, Et ça, il y a personne qui lésine sur la qualité. Parce que tu sais très bien que à la fin, quand tes clients ils sont contents, moi j'ai travaillé très très longtemps dans le secteur du luxe et c'est vrai que c'est quelque chose qui aujourd'hui me suit, mm, c'est-à-dire que l'importance des détails, l'importance de l'expérience client, l'importance de la satisfaction client, bah, ça fait que derrière, ta réputation, tu vois, aujourd'hui, la e-réputation, c'est hyper important. Donc, si tu fais de la qualité, bah, ça ne peut que revenir positivement et te créer un mm, cercle vertueux. Voilà, moi, je prône la qualité. Je pense qu'il faut faire moins de choses, moins de masse. Moi, je suis pour l'hypersegmentation. Moi, je mm, suis pour l'hyperpersonnalisation, tu vois. mm, Et derrière, ton message, il est plus clair, il touche vraiment ton audience, ta cible, ton buyer persona, tu mm, vois, la personne à qui on veut parler. Donc, non, je pense que vraiment, en fait, quand tu as commencé à goûter au mm, gros marketing durable, tu plus envie de le mm. quitter parce que ça devient C'est comme une logique. évidence, mais c'est ça, et justement, et je pousse les gens à dire, c'est pas une différenciation, attention, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, Mm, mettons-nous juste à jour, tu vois, là-dessus. Donc, bah, tous les jeudis, j'en parle pour donner, tu vois, un peu des idées, parce que ce qui revient tout le temps, c'est Alexia, on sait pas par où commencer. c'est Et ça. on ne sait pas sur quel levier on peut avoir un impact. Et moi, j'explique, mais en fait, c'est tout, mais il faut l'organiser. Ça, c'est vraiment important. Et moi, en fait, écoute, je connais pas d'agence en grosse marketing durable. C'est ça qui est fou. Je connais des gens qui font du marketing responsable, mais le gros, tu vois, comme tu dis, qui a un métier quand même spécifique, ben, j'en connais pas. Voilà. Et c'est vrai que j'en connaissais pas non plus, mais c'est vrai que j'imagine que dans quelques années, ça va pousser comme des ananas. Comme tu as dit, il y aura plein d'agences et tant mieux, tant mieux. Oui, après, ou qui vont te dire, écoutez, on a un volet RSE ou je sais pas quoi. Enfin, je veux Mm, dire, il n'y a pas de volet RSE. C'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Le marché, c'est travailler sur l'environnement. Et tu vois, je vois pas mal d'émissions en ce moment sur comment financer sa start-up. Bah, si tu veux financer ta start-up, mets-toi vite, vite, vite sur l'environnement. mm. Tu ne pourras pas toucher de l'argent si tu ne suis pas aujourd'hui les piliers de l'ESG, Ouais, hein. c'est un Euh, standard. Exactement, Mm. exactement. Et je suis hyper contente que toi aussi tu le dises parce que Ouais, c'est ça, il faut que les gens soient conscients. Enfin, moi, je fais un gros travail de, tu vois, de partage autour de ces sujets-là. Donc, ravi que toi aussi tu penses la même chose. mais oui, j'ai suivi pendant 2 mois des cours à San Francisco et en Ok. fait, je suivais des cours en fait, c'était des investisseurs qui étaient spécialisés dans tout ce qui était la durabilité, etc., bah, quand ils allaient voir des pitchs et pour investir dans une entreprise, il fallait absolument qu'il y ait un impact positif, que ce soit social ou environnemental. Et c'est vrai que enfin, les investisseurs, etc., vont vers là parce que ça devient la norme et tant mieux. Donc, c'est vrai qu'une entreprise aujourd'hui qui se présente en disant, moi, je veux juste faire de l'argent, l'environnement, je m'en fiche. Il y aura peut-être quelques investisseurs qui vont investir pour faire un billet, mais sur le long terme, c'est pas quelque chose même que les investisseurs vont rechercher à faire. Donc, il faut vraiment avoir un impact qui est réfléchi intelligemment, qui n'est pas. Parce que pour moi, en fait, il faut construire son business autour de ça et pas juste dire, bon, je veux faire ça. C'est là qu'on tombe aussi un peu dans le greenwashing. Tiens, comment je peux communiquer que, voilà, c'est bien beau de dire j'ai planté des arbres, etc. Mais je pense pas que ça suffise aujourd'hui.
Non, Je non, pense qu'il ça suffit pas. il faut repenser tout. Et comme tu l'as dit, c'est juste des petites choses. Par exemple, comme tu l'as dit, la publicité. Juste dire, tiens, on décale un peu les horaires de diffusion parce que la nuit, ça consomme un petit peu moins qu'en journée où tout le monde diffuse en même temps. Ben, c'est vrai que juste des petites choses comme ça. Après, la difficulté, là, j'allais te Vas-y. poser la question, c'est comment tu peux mesurer efficacement l'impact et dire à la fin d'année, bah tiens, grâce à nos actions, on a économisé de temps, on a eu un impact qui a Ouais, été diminué, etc. Parce que c'est ça aussi j'ai l'impression que le nerf de la guerre, c'est bah, de mesurer un peu son impact. ouais, c'est ça. En fait, ce que j'allais te dire, c'est les chiffres, hein. Mm. Donc, c'est comme en gros, ou d'ailleurs, par rapport au levier paid, tu as des métriques et de ces métriques-là, tu vas avoir des KPI. Des KPI qui vont te permettre de voir si tu performes ou pas. Donc, en fait, tu vas juste définir une liste de métriques et tu vas avoir un tableau hein, qui s'appelle l'impact tracking. Et en fait, tu vas mettre hein, tout ce que tu fais, toutes tes actions. Mais alors, je te dis un truc simple, très, très simple. Moi, par exemple, donc, chez We Take Part, on n'a jamais imprimé un papier depuis que l'entreprise elle est ouverte. Jamais, jamais. Donc, Ah tu ouais. vois, ça, c'est zéro. Alors, par contre, on a fait d'autres choses. Hein. Tu vois, on n'est pas Mm. parfait parce que tu ne peux pas être parfait. Oui. Et de toute façon, un être humain n'est pas parfait. Donc, il faut s'accepter, tu vois, avec ben, nos moins bons côtés. Euh, voilà, tu vois, enfin, tu dois mettre aussi un petit peu tout ce qui est déplacement. Tu dois mettre aussi tout ce qui est un petit peu gigabytes. Tu vois, par La exemple, des data. initiatives. Ouais, les initiatives que tu peux faire dans ton entreprise, ça va être aussi faire en sorte qu'il y ait des cleaning days obligatoires. Tu vois, tous les trimestres. En fait, tu sais, c'est reprendre du temps. Et donc, par rapport à tes stratégies, bah, tu mets tous tes métriques et tu regardes ce qui fonctionne. Et d'ailleurs, la stratégie là, de publicité la nuit, en fait, n'impactait pas du tout les performances. Et ça, c'est incroyable. C'est pour ça, tu vois, j'ai dit, mais ça, faut absolument qu'on en parle. Et j'ai dédié une journée le samedi, tu vois, sur l'impact, où je donne des exemples soit d'entreprises sur l'économie circulaire, soit de startups qui ont fait un truc innovant, soit, tu vois, d'actions comme ça, incroyables. J'ai vu aussi un endroit où tu peux aller faire ce qu'ils appellent du outworking, aller en fait, tu vois, dans la nature, travailler sur justement de la formation RSE. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même plein d'initiatives, on n'en parle pas assez, donc moi je donne la parole à tout ça, mais encore une fois, tu vois, tu parlais de performance et tout. Tu fais ton tableau de métriques, tu dois avoir tes KPI d'impact. Il y a un KPI qui doit être important, c'est combien de personnes tu vois, sont impactés positivement avec ce que tu fais. Ça, c'est hyper important. Par exemple, tu vois, si, je sais pas, tu soutiens une entreprise qui va faire de l'énergie renouvelable avec la force des vagues, bah, ça va être important de dire, bah, aujourd'hui, avec cette technologie, on peut donner de l'électricité à 10 000 personnes. Tu vois? Ça, c'est un KPI hyper important. Donc voilà, alors c'est ça, faut être dans les chiffres, faut être dans les tableaux, faut avoir un tableau d'impact tracking. Et tu vois, à tous les niveaux, par exemple, un solopreneur, ben, il peut dire, ben voilà, moi j'ai un site internet éco-conçu, très minimaliste, parce que c'est mon outil de travail. Et en fait, ça, j'ai déjà un impact dessus, tu vois. Mais la data, c'est très important. Aujourd'hui, je suis sûre que tout le monde regarde son téléphone. Tu as 38 000 photos, tu ne sais toujours pas pourquoi. Faut effacer tout ça. Bon, donc ça, c'est plein d'initiatives, mais bah, au fur et à mesure, à force d'en parler, de donner des exemples de ce que tu peux faire, je pense que ça va rentrer, tu vois, dans la tête des employés, des freelances, des indépendants, des entreprises, Ouais. complètement, hein. Mais c'est vrai que quand tu parles de la data, c'est vrai que c'est quelque chose qui est immatériel pour nous, mais qui au final est très physique parce que tout est stocké et ça consomme énormément, mais on ne le sait pas. Tous nos Ouais, tout emails, est stocké quelque part. c'est ça. C'est pas immatériel le C'est ça. stockage, en fait, c'est stocké C'est quelque pas part. vraiment dans les nuages, tu vois. C'est quelque part sur Terre où tout est stocké et ça consomme énormément. Ça chauffe aussi énormément. Ça réchauffe vachement l'atmosphère. C'est pour ça qu'ils les mettent maintenant au pôle Nord ou je ne sais où. Mais c'est vrai Mais que tu sais c'est.
Pardon, je voulais juste rajouter un truc par rapport au serveur. J'ai découvert dernièrement une entreprise, donc après avoir si la techno, elle marche bien, en tout cas l'idée, je l'ai trouvée intéressante, qui, Qui chauffe les avec la bâtiments? Non, qui chauffe les ouais, enfin, bâtiments. avec la chaleur des serveurs, Mm. ils créent de l'énergie. Et voilà, tu vois ça, par exemple. Alors attention, hein, en gros marketing durable, on va se renseigner. On fait des petites enquêtes quand même parce que maintenant, tu sais, avec tout ce qui est fake news, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc il faut aller creuser, chercher des sources. Tu vois, est-ce que ça existe vraiment? Mais en tout cas, juste l'idée là, comme ça, super. Tu vois, bah, ça c'est si ça marche, si c'est une vraie technologie, si elle est brevetée, labellisée, bah, tu peux dire effectivement, vu qu'il y a beaucoup de serveurs, potentiellement récupérer de l'énergie de ça, c'est génial. Et là, tu vois ton cercle vertueux arriver. Tu vois, tu dis on faisait trop du bien à la planète, bah là maintenant on arrive à renverser le truc. Mais encore une fois, même des petites actions, mais ça c'est à notre échelle, si on le fait tous, c'est énorme. Bon. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qu'on connaît peut-être même pas encore, qu'on peut hacker dans le bon sens du terme pour, tiens, là, ça fait beaucoup de chaleur. Comment on peut utiliser cette chaleur pour bah, réduire nos impacts, dépenser moins en électricité pour chauffer, etc. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites choses. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises où j'ai envie de leur dire de déjà commencer par éteindre les lumières, tu sais, la nuit. Ça, je vois plein de bureaux qui sont tous les week-ends, etc., qui sont entièrement allumés. Et ça, je me dis, mais comment, en 2024, tu peux avoir des bâtiments entiers de bureaux allumés tout le week-end? Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Personne n'éteint la lumière en partant, donc tout l'immeuble reste allumé. Je me dis, enfin, tu peux mettre un truc automatique qui va automatiquement éteindre les lumières le week-end ou la nuit au minimum, tu vois. Ça, Bien sûr, débrancher en fait les machines, ouais, elles n'ont pas besoin d'être branchées. Souvent, tu vois, il y avait eu le truc du chauffage où en gros on isole plus les appartements, mais les gens se chauffent plus, ils mettent plus. Donc en fait, ça ne fonctionne pas. Si tu isoles, c'est justement pour rester à la même température, mais les gens ils mettent le chauffage tellement fort, ou ils mettent le chauffage fort, ils ouvrent les fenêtres. Tu vois, c'est après. C'est un travail qui va être long, mais il faut surtout en parler. Moi, je pense que c'est pour que les personnes puissent prendre vraiment conscience. Moi, je suis entourée de personnes qui ont plein d'initiatives. Enfin, je pense à quelqu'un qui, depuis longtemps, met en place des corners sur du vrac, tu vois. Et ça s'appelle l'Esprit Vrac. Et c'est juste génial. Et il se bat, il a un projet exceptionnel. Donc voilà, moi je suis quand même entourée de gens hyper passionnés autour de ce sujet. Nous, on est très conscients, mais c'est vrai que on sent que ça manque quand même de voilà de réalité et d'action. Voilà, moi je suis vraiment dans l'action. Je suis une femme d'action. Donc je dis juste, voilà, faites, soyez acteurs justement de cette transition. c'est vrai qu'il y a tellement de petits gestes que même moi, où on n'y pense pas parfois. Moi, pas ce qui me révolte, mais c'est quand tu sais, je vois même des amis où tu vas au supermarché, tu as ton sac à dos qui est vide, tu vas quand même prendre trois sacs plastiques parce qu'elle te les donne, tu dis, alors que tu as un sac à dos. Tu dis, enfin, il faudrait se dire, ah non, mais je mets dans mon sac à dos. Et au final, Bah oui. des gens, ils pensent pas forcément. Et c'est vrai que si tu dis, si tu passes, enfin, si tout le monde le faisait, enfin, ça réduirait vachement. Après, c'est vrai qu'il faut que, euh, que les gens prennent conscience et des fois, on n'y pense pas forcément de dire, ah bah tiens, c'est vrai que j'aurais pu ne pas prendre de sac plastique à ce moment-là, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça pour essayer de réduire mon impact. Euh, mais c'est vrai que, est-ce que toi, parce que pour moi, le growth hacking, c'est, euh, on te donne les clés de dire, voilà, donne-nous toutes tes idées pour améliorer les performances, euh, améliorer aussi l'entreprise en général, etc., tout en gardant la durabilité. Est-ce que c'est pas difficile lorsque est-ce que tu peux faire ça dans des grands groupes ou des grandes entreprises? Parce que pour moi, le growth hacking, c'était plus rattaché, tu vois, aux startups où
tu peux prendre des décisions très rapides plutôt que des grosses structures où pour chaque idée, tu vas devoir attendre 3 mois, tu vas devoir envoyer 15 emails, etc. Parce que chaque décision, bah, il faut que ce soit validé par plein de personnes. Est-ce que tu as besoin d'un environnement très rapide pour pouvoir tester toutes ces choses-là ou tu peux l'exercer dans une entreprise plus grande? Alors, moi, je pense que tu peux. Après, fatalement, c'est vrai que souvent, tu vas penser nouvelles techniques d'acquisition, rapidité, scalabilité, et donc tu vas penser startup. Mais attention, rapide, c'est pareil. Moi, j'ai toujours dit, hein, je ne suis pas magicienne. Et donc, c'est pas si rapide que ça. Mais c'est sûr que tu prends quelques raccourcis qui, quelquefois, peuvent t'apporter une certaine traction et donc une visibilité. Mais quand tu as fait de l'entrepreneuriat, tu sais très bien que même si tu as un truc extraordinaire, ça va prendre des années, hein. Ça va jamais prendre 3 mois et tu vas pas être riche en 3 mois. Et justement, je soutiens vraiment pas du tout les de 0 à 1 million en 4 semaines. Mais qui fait ça? Je suis désolée de le dire, mais ça n'arrive pas. Voilà. Ça, c'est dans la vraie vie, ça n'arrive pas. Par contre, tu peux hein, avoir de belles performances et tout, c'est sûr. Mais voilà, ça prend du temps, tout ça. En fait, pour moi, tout est une question de parcours client. Et souvent, dans de gros hacking, gros marketing, on va utiliser le framework ARR. Acquisition, activation, rétention, referral, revenu. Et en fait, c'est juste une manière d'aborder un parcours client. Et donc, si tu vois, tu as un grand groupe, tu vas te poser la question, OK, comment on va faire pour faire de l'acquisition? Et tu vas surtout avoir beaucoup de moyens. Donc, j'ai envie de dire, bah, tu vas surtout être beaucoup plus confort. Tu vas être le roi des grosses, puisque tu vas avoir beaucoup de moyens. Alors qu'un gros, justement, il a pas beaucoup de moyens. Donc, il doit vraiment user d'astuces pour essayer d'aller chercher de l'attraction, tu vois. Ensuite, tu peux te poser pour un grand groupe, comment on fait pour faire de l'activation? L'activation, c'est quoi? C'est créer une expérience que la personne, elle fasse, tu vois, c'est arriver à ce aha moment où la personne a fait, ah, je le veux ce truc. Genre, c'est un game changer ce qu'ils ont fait, tu vois. Voilà, donc ça, tu peux le faire dans un grand groupe et c'est ce qu'ils recherchent à chaque fois, tu vois, ce aha moment par rapport à essayer d'avoir des clients. Ensuite, tout ce qui est fidélisation. Attends, dans tous les grands groupes, les programmes de fidélité, tu vois, les coupons, les parrainages, etc. Et tout ce qui est bouche à oreille, programme ambassadeur, avoir des influenceurs qui font partie du referral pour toi, créer une communauté. Ah, ça, c'est dans les grands groupes. Tout le monde maintenant, en plus, on vit dans un monde de communauté. Hein, aujourd'hui, tu crées une communauté en 3 secondes parce qu'on a 3 signes distinctifs. On aime bien le violet, on aime bien le skate et on est vegan. Ça te fait une communauté, tu vois? Ça, c'est Ben oui. Mais après, c'est intéressant parce que tu vois, on parlait tu vois, de vivre dans un monde très communautaire qui avait un côté négatif qui était plus hein, par rapport à des origines, des religions et tout. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde communautaire par rapport à des intérêts. Et tu vois, toi qui es dans tout ce qui est bah, un peu levier, publicité, machin, tu sais très bien que dans l'audience, tu vas aller chercher justement les intérêts. Ça, c'est le truc le plus, enfin, tu sais, hyper important. Donc, je trouve ça assez puissant, assez incroyable. Mais tu vois, là, je t'ai juste fait le framework. Tu peux vraiment l'utiliser dans des grands groupes et vu que tu auras plus de budget, c'est très confort. C'est juste que, effectivement, si tu veux être dans du test et de l'expérimentation rapide sur 6 semaines, je pense que ça va prendre plus de temps. Mais ce sera voilà, juste un espace-temps qui sera différent. Mais pour moi, c'est juste le gros, c'est aborder un parcours client de manière mais vraiment complète avec de l'expérience, des leviers à identifier qui pourraient être différents, sortir tu vois, souvent, bah, quand je fais de la formation et que je donne des petits cas pratiques, les apprenants, ils vont dire, oui, donc alors, on va faire des réseaux sociaux, on va faire de la publicité et on va faire du SEO. Je dis, bah, je suis pas là pour qu'on me dise qu'on fait du SEO, des réseaux sociaux et de la publicité, je sais. Mais comment? C'est quoi le message? Quel format tu vas utiliser? Parce que c'est pareil, tu vois, quand tu travailles en agence, tu vas suggérer des formats qui seront beaucoup plus adaptés à ton produit. Tu sais que là, sur ce levier, ça fonctionne. C'est cette expertise-là que je veux. C'est pas que tu me fasses un cours magistral en me disant, bah, en fait, tu as 5 leviers en marketing digital et on va les utiliser. Mais comment? Tu vois?
t'as quoi comme ref au niveau des performances? Tu vois, je sais pas, tu veux faire du TikTok, ouais. Est-ce que TikTok, ça convertit vraiment? Peut-être si tu veux faire de la visibilité, que tu es en haut de ton funnel, c'est génial, tu Mm. vois? Ouais, Donc, et voilà. quels sont tes objectifs à long terme et qu'est-ce que tu veux construire et quelle audience tu veux aussi fidéliser, etc., créer une communauté. Parce que c'est vrai que Alors, aujourd'hui, les gens ne consomment plus forcément. Par exemple, si j'ai le choix entre quatre produits qui sont identiques, bah, je vais choisir un produit parce que j'adhère avec la marque, même si on peut me dire que c'est pas forcément le meilleur sur le marché. Si j'adhère avec cette mm, marque-là et que quand je vois même les communications, les publicités, elles me parlent, elles me touchent et je me sens adhérer aux valeurs, eh bien, aujourd'hui, les gens vont choisir la marque qui leur parle le plus plutôt qu'une autre qui pourrait être moins chère, peut-être plus performante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça, les marques doivent le comprendre, le branding, ça a toujours été important, mais c'est toujours très, très, très important. Ça le devient de plus en plus. Euh, et c'est ça qui est difficile aujourd'hui pour des marques qui doivent s'adapter à, à l'époque, je proposais mes produits les moins chers, ça marchait super bien. Maintenant, on est moins cher, mais si la marque ne suit pas, je vais pas réussir à convaincre une nouvelle audience et de nouveaux utilisateurs qui vont consommer et être fidèles à notre marque, quoi. bah, le branding, c'est hyper important aujourd'hui et le storytelling. Storytelling, ouais. Aujourd'hui, en fait, tu achètes une histoire. Mm. C'est Tu achètes ça. l'histoire autour du produit et c'est à qui tu auras fait le plus rêver. Et ça, c'est difficile à faire comprendre aux entreprises. Mm. Mais tu vois, c'est aussi travailler ton message. Encore une fois, tu vois, avoir un bon storytelling, c'est, tu vois, réussir à bien comprendre, faire venir Mm. tes cibles dans ton univers. Et, et ça, je trouve que c'est mis trop souvent de côté, alors que ça a un impact. Tu t'achètes pas le produit maintenant. Enfin, T'achètes la marque. donc mais c'est ça, je suis complètement d'accord avec toi. Branding, storytelling, c'est vraiment des choses à travailler aujourd'hui. Puis moi, au niveau de ma communauté, bah, moi, je pense que je rassemble une communauté un Mm. peu éco-consciente parce que bah, c'est des sujets qui, pour moi, bah, c'est pas possible autrement. Mm. Euh, mais après, je la trouve très diversifiée parce que comme ben, je touche à plein de sujets, la Ouais. formation, la montée en compétences, l'agriculture, donc tout ce qui est un petit peu nature, la Mm. tech avec ben, les entreprises de la green tech et tout ce qui est crowdfunding. Mm. Euh, et puis bah, justement, tout ce qui est grosse marketing durable. Mm. Bah, voilà, tu as un peu de tout et c'est génial parce que je trouve que c'est plein de profils différents qui se complètent. Et, et qui j'espère Mm. apprécie le partage quotidien Bah sur oui, LinkedIn, quoi. c'est vrai que c'est un vrai, parce que déjà, tu fais quatre métiers, voire plus. Et en plus, LinkedIn, gérer déjà une communauté LinkedIn, des posts, c'est un boulot Ouais, aussi, c'est du copywriting, c'est un boulot aussi à part entière. Euh, et ouais, c'est vrai, il faut bien s'organiser. parce que toi, tu postes chaque jour ou je sais que je Ouais, vois tes je posts poste plusieurs fois par semaine, c'est chaque jour, vraiment chaque jour. du lundi au dimanche et ben, sur mes sujets sur tout ce qui est investissement durable, finance durable, sur tout ce qui est gros marketing durable, sur l'agriculture, sur l'impact. Et puis aussi sur le développement personnel, parce que je trouve que, tu vois, il faut quand même se mettre des limites. Je pense qu'aujourd'hui, l'équilibre vie pro, vie perso est très important. Moi, vraiment, j'appuie sur pause quand il faut. Même si je travaille beaucoup, je suis pas médecin, je sauve pas des vies. Donc, j'estime que tout le monde peut attendre. Et je mets un point d'honneur à essayer d'insuffler ça. Si je le peux, en tout cas à mon petit niveau, hein, c'est vraiment, moi, je suis dans le partage, donc en fait, juste, je sais faire que ça, tu vois, donc c'est assez. Et c'est sûr que quand tu fais du contenu, il faut avoir un calendrier éditorial, hein, il faut quand même que tout ça, ça ait du sens. Mais moi, je ne fais que partager ce que je fais, tu vois. Et donc, ça me semble quelque chose de pas compliqué, mais d'assez naturel
Je vais dans un salon qui sur justement de l'impact, d'économie circulaire, j'en parle. La dernière fois, j'étais passée chez Emmaüs et en fait, je me disais, attends, le samedi, tu parles d'impact, mais s'il y a bien une boutique depuis, mais genre, tellement d'années qui C'est a ça. de l'impact, on Mm. pense souvent, je sais pas, il y a peut-être 20 ans, tu pensais que Emmaüs, c'était pour les personnes défavorisées, mais tu vois de tout chez Emmaüs. Tu as Mm. besoin tu viens de t'installer, tu as acheté un appartement ou tu loues un appartement, mais va te meubler chez Emmaüs. Mais il y a Mais, des pépites là-bas mais tu et tout sais le monde le que... sait, hein, on parle. Et il y a un Ah ouais? e-commerce maintenant. Et donc, je me suis dit, attends, t'es chez Emmaüs, prends des photos et montre à tout le monde que, en fait, ça existe toujours. Il y a plein de gens et il y a plein de bons Mm. plans. Donc, Mais je pense qu'ils ont un voilà. gros travail à faire sur le storytelling, etc. Parce que c'est vrai on n'en parle pas assez, quoi. Enfin, moi, je suis pas au courant de tout ce qu'ils font actuellement. Parce que là, tu viens de m'apprendre des choses. Et Et moi, il y a un j'avais... site internet, Ouais, il y a un e-commerce label Emmaüs où tu peux acheter et tout. C'est genre juste génial. je Franchement, crois moi, qu'ils la dernière fois que fabriquent... j'y suis allée, Je crois qu'ils fabriquent aussi des meubles, non? Faits par des personnes ça me dit quelque chose. âgées ou des personnes en Ça me dit, situation de handicap ou des trucs comme ouais, ça. il y a une initiative comme ça. Il y a une initiative comme Mm. ça. Mais voilà, donc l'impact, on n'en parlera jamais assez. Et j'espère continuer à rassembler autour de ça. Mm. Bah, je pense que c'est vrai on rentre dans une nouvelle ère où bah, c'est les entreprises à impact qui vont prendre la place et dire aux entreprises qui font uniquement de l'argent, leur dire bye bye et, euh, et c'est ouais, c'est une nouvelle ère qui va commencer, j'espère. Euh, Mm. et du coup, toi, pour t'as créé un organisme de formation justement pour former des gens au growth hacking durable. Et Oui, ouais, chez Calliope. Et en fait, Calliope. moi, j'aimais bien transmettre. En fait, j'ai eu la chance il y a quelques années, il y a une école qui m'a proposé de donner des cours. Et ça s'est super bien passé. Je me souviendrai toute ma vie de la première promo que j'ai eue. Ensuite, j'ai fait des e-learning. Et puis, tu vois, l'un dans l'autre, je me suis dit, en fait, si j'arrive à transmettre dans ces cas-là, moi, je vais ouvrir mon centre de formation et accompagner qui a besoin justement dans ce type de stratégie. Et voilà, et puis maintenant, ça ne me quitte plus. Et c'est beaucoup de rencontres en fait, hein. Aujourd'hui, hein, les gens que je peux accompagner, c'est beaucoup de rencontres. Et c'est vrai que aussi, il y a un volet personal branding et LinkedIn qui prend beaucoup de place en ce moment. Parce que j'accompagne aussi là-dessus, étant donné que c'est vrai que c'est un réseau que que je gère assez bien et que je suis tous les jours quotidiennement dessus pour, encore une fois, partager les passions qui m'ont. C'est vrai que LinkedIn, c'est très, très, très important. Et c'est vrai que même si, par exemple, tu peux faire des posts pendant longtemps, moi, par exemple, sur LinkedIn, je consomme beaucoup de LinkedIn, mais je suis pas forcément à, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, en mode fantôme un peu sur les réseaux qui regardent tout ce que tu fais, mais qui vont pas forcément commenter ou liker, etc. Donc ces personnes-là, tu les vois pas. Mais le jour où, ah tiens, j'ai envie de développer euh, enfin, d'améliorer tu vois, la qualité de mon service en ayant un impact positif, etc. Bah, tiens, je vais penser à Alexia, je vois ses posts tous les jours depuis des ans, 2 ans, donc directement, top of mind. Et C'est ça, c'est beaucoup c'est de... exactement. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui aujourd'hui font une translation de Instagram vers LinkedIn. C'est pas qu'ils abandonnent Instagram, mais déjà, ils se rendent compte que c'est plus possible de ne pas avoir de page pro LinkedIn. Parce que déjà, si on parle de toi sur LinkedIn et qu'on peut pas te taguer, c'est un souci. Et ensuite, ils se rendent compte que LinkedIn, finalement, c'est un réseau professionnel où aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de niches qui apparaissent. Enfin, on peut parler d'agriculture, on peut parler d'artisanat, de BTP. Enfin, moi, je trouve ça génial. Moi, je suis quelqu'un qui vient du monde de l'artisanat. Donc, j'adore découvrir ça. Et on est dans un milieu professionnel, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi.
Donc c'est vrai que c'est quand même un peu encadré, alors que sur d'autres réseaux, tu vois. Moi, je vois cette translation. Moi, je pense que c'est LinkedIn, c'est vraiment un réseau social c'est un peu l'avenir, quoi, Mm. et qu'il faut absolument prendre de la place dessus, se créer une vitrine et partager. Alors, si c'était facile de faire du contenu et de Mm. poster, ben, tout le monde le ferait. Donc, c'est pas si simple. Donc, je sais que c'est une démarche et c'est pour ça que j'accompagne des gens là-dessus. Mais après, quand tu as compris comment ça marchait et que tu connais bien ton message et que tu testes aussi, hein, tester des stratégies éditoriales sur LinkedIn, c'est vraiment super intéressant et c'est top que tu dises que oui, effectivement, attention, déjà les likes, c'est des vanity metrics, hein, tu peux avoir 300 likes et avoir 2000 vues, hein, ça, il faut le savoir. Mm. Tu peux avoir 40 likes et avoir 5000 vues. Ouais. Enfin, c'est vraiment... et ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Mm. Et comme tu dis, en fait, ben, tes clients qui vont te contacter, c'est ceux qui t'auront jamais commenté, jamais liké. C'est ça. Et ça, c'est C'est toujours ça. incroyable. C'est toujours C'est ça. incroyable. Et Alors, c'est eux tu vois, qui voient tes posts religieusement chaque jour. Ils vont lire tous tes tout le posts, temps, ils etc. adorent. C'est ça. Ouais. Moi, souvent, hein, on m'appelle, ah bah tiens, ce matin, je t'ai vu faire ça. Et puis, je me suis dit, bah, pourtant, cette personne, elle m'a ni liké ni commenté. C'était nul ce que j'ai fait. Et bah non, elle a adoré. C'est juste qu'elle regarde et c'est génial. Audience fantôme, mais qui en fait pèse lourde, tu Ouais. vois? C'est vrai que Donc, je pense 90-95%, même plus des gens sur les réseaux sont comme des fantômes, vont pas forcément mettre des likes partout, etc. D'autant plus sur LinkedIn où tout est aussi visible. Donc parfois, quand tu commentes, bah, tu sais que tout le monde peut le voir, etc. Donc il y a des gens qui aussi vont juste lire et vont pas forcément commenter ou quoi. Après, c'est toujours bien quand tu connais de liker ou commenter pour donner un peu de visibilité, un peu de force à- mais oui, aux il personnes. faut, enfin, Parce mais que, c'est tu vois, ça, et moi, moi quand je vois par exemple, je sais pas, des CEO qui font des posts sur LinkedIn ou même des pages, tu vois, des pages professionnelles d'entreprises qui ont 500 employés, je me dis pourquoi il n'y a pas 500 likes sur tous les posts. Tu vois, déjà, si toi, tu likes pas les posts de ton entreprise, qui va venir commenter ou te donner de la force? Personne, tu vois. Donc mais, déjà, mais tu vois, ouais. moi, par rapport au gros marketing durable, ben, à partir du moment où tu as ta charte et que tu es aligné avec tes employés, ben, normalement, tu devrais avoir beaucoup plus d'engagement sur tes employés. Et en tout cas, chez We Take Part, c'est vraiment ça. On est tous alignés, on croit tous à la même mission et on a envie d'avancer ensemble. Et aujourd'hui, tu sais que ce mois-ci, c'est le mois de la Terre, le mois de mars, c'est le mois de la Terre. Et on s'est tous fixé un défi personnel, tu vois, pas seulement professionnel. Moi, c'est à chaque fois que je vais au bureau, en fait, je ramène à manger que j'ai cuisiné. Il y en a un autre, il fait la gourde. Avoir une gourde et pas des bouteilles d'eau parce qu'en fait, bah, il utilise encore des bouteilles d'eau. J'ai trouvé ça génial. Il y a une autre personne qui a dit, bah, moi, je vais plus commander à manger chez moi. Maintenant, je cuisine et tout. Et c'est génial. Et en fait, on le fait avec plaisir. Et ça, c'est l'alignement. Et vraiment, tu vois, c'est pour moi la première démarche, c'est ça, c'est cette charte où on doit tous être alignés. Est-ce que la mission de l'entreprise, ça vous parle? Parce que si ça vous parle pas, on ne pourra pas avancer ensemble dans la durabilité, Mm. tu vois. C'est vrai Ça que va aussi avec la fidélisation des mm, collaborateurs. ouais. C'est une démarche durable, tu vois. Parce que c'est vrai que si c'est juste une case à cocher à la fin du mois, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait faire pour être durable, mais il faut que ça vienne, enfin, ouais, il faut que ça vienne. Et c'est vrai que tu dois travailler sur le côté marketing, mais aussi sur le côté, ouais, comme tu l'as dit, création d'une charte d'entreprise. Et ce qui va jouer aussi beaucoup Mm. dans le recrutement, recruter les personnes qui sont en accord avec tes valeurs. Et si tu n'as pas de valeurs précises, tu ne pourras pas bien recruter. Et ça, c'est peut-être les startups ou des entreprises qui n'ont pas vraiment de vision, tu vois, de recruter des Mm. personnes qui ne sont pas forcément en valeur avec ces visions-là. Et une fois que tu veux mettre des actions en place, bah, si 80% de tes employés n'ont pas les valeurs que toi tu souhaites prôner, bah, ça va être compliqué d'avoir un impact durable et long terme parce que les gens, tu peux pas les obliger.
à avoir un impact positif. Si pour eux c'est une corvée, ils vont juste ne pas le faire et au final, enfin, ça n'aura pas d'utilité, ça va juste être une contrainte pour les employés de dire bon, bah, ça me fait du boulot en plus, quoi. Donc, de... c'est ça, toi. Et nous, on n'a pas envie d'avoir ça. C'est ça. Mais non, mais complètement, complètement. Mais c'est vrai que, enfin, pour revenir à la page pro LinkedIn, Mm. il faut l'engager et si tout le monde est aligné, bah, tu verras beaucoup plus d'engagement, quoi. Tu vois. Ouais. Et c'est vrai que aussi pour LinkedIn, par rapport tu parles de page entreprise, j'ai l'impression sur LinkedIn, il faut pas oublier que c'est un réseau social et que que les gens vont sur LinkedIn aussi pour suivre des personnes plus que des grands groupes ou des grosses entreprises. Tu vois, par exemple, Mais toi, tu peux avoir des fois, tu vois, par exemple, des entreprises qui ont, je sais pas, 1 million de followers sur LinkedIn. Il y a 4 likes sur leur post parce qu'en fait, déjà, c'est pas du tout mis en avant par LinkedIn. Alors que bah, tu vas suivre le fondateur, la fondatrice de cette entreprise plutôt que la page professionnelle. Donc, je pense que c'est tout un travail de personal branding qui est très, très important. Moi, en fait, moi, quand j'ai commencé à rentrer dans le milieu pro, je me suis dit, moi, LinkedIn, c'est le réseau social que j'utilise le plus. J'utilise pas trop Instagram, pas trop. Moi, c'est plus LinkedIn. Et j'ai posté pas mal, notamment au début, j'ai fait de l'alternance, je recherchais des postes, etc. Je me suis dit, bon, il faut que. Parce que moi, à la base, j'ai fait des études dans l'énergie, l'environnement, le développement durable aussi, justement. Donc, tu vois, c'était pour travailler en bureau d'études, dimensionnement. De systèmes, tu vois, de systèmes thermiques de chauffage dans les bâtiments, la ventilation, l'isolation, etc. Et après, j'ai basculé en marketing. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à chercher une alternance en marketing sans n'avoir jamais fait de marketing de ma vie, tu vois, j'allais à l'entretien d'embauche, je devais regarder ce que ça voulait dire marketing 5 minutes avant l'entretien parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et, euh, J'adore. et au final, j'ai commencé à poster sur LinkedIn, etc. Je me suis dit, bon, si je veux faire du marketing, il faut déjà que j'arrive à me vendre, déjà moi, en alternance à une entreprise pour qu'on me recrute. Donc, j'ai commencé à faire des posts LinkedIn, développer une espèce de personal branding que j'entretiens pas tellement, mais parce que c'est vrai que sur le long terme, et toi, tu postes chaque jour, c'est un boulot de dingue, ça, on l'imagine pas. Et poster tous les jours Ouais. pendant 2 semaines, c'est une chose. Mais poster tous les jours pendant plusieurs mois, Un- etc., etc., c'est juste dingue. Ouais. C'est Je dingue suis parce que contente, je suis contente que tu le dises parce que oui, c'est ah ouais, dingue. c'est dingue. C'est un vrai job, c'est un vrai job, enfin, c'est du boulot, quoi, de penser, d'avoir les images, quoi, des vidéos. Enfin, moi, j'essaye en plus de varier les formats, que tout ça, ça ait du sens, de penser tes accroches, tes call to action et tout. Ouais, merci de, merci de le Non, mais souligner. Donc, c'est pour ça que quand on te la c'est force, dingue. tu Ah vois, ouais, non, mais- eh ben, tu te dis merci parce que franchement, mais ah après, oui, c'est, encore une fois, j'aime ouais. partager, mais c'est vrai que moi, je dis ça à tout le monde. Mm, Si tu postes tous les jours pendant un an, t'as plus besoin de faire de l'acquisition, en fait, tu as réussi à te générer des leads. ouais, Tu t'es généré une machine à lead, mais si c'était facile, on le ferait et tout le monde le ferait. Donc, ouais, tenir la distance sur LinkedIn, c'est très compliqué. Moi, je vois plein de gens qui disent, mais attends, là, je suis en détox, je n'en peux plus. Et comme tu dis, le personal branding, c'est la base. Si tu ne te crées pas un bon personal branding, bah, tu vas pas pouvoir justement sortir un petit peu du lot. Il faut avoir une belle identité comme toutes les entreprises, où tu te dis, cette marque, ok, je sais, elle a un bon branding, je la reconnais. Bah, voilà, toi, est-ce qu'on va réussir à te reconnaître ou quand on arrive sur ton profil, est-ce que, tu vois, on se dit, waouh. Et je suis désolée, ça me donne des idées. Comme je travaille beaucoup dans la formation, donc j'ai plein de promotions que je suis et je fais justement une journée LinkedIn Personal Branding pour eux, où je leur explique, attention, c'est toi le produit cette fois-ci. Et on va utiliser le framework R. Donc, en fait, comment tu vas faire pour faire de l'acquisition? Bah déjà, toi, c'est pas un site web, ce sera ton LinkedIn.
Tu vois, tu vas faire venir les gens sur ton LinkedIn. Comment tu peux faire pour les faire venir sur ton LinkedIn? Eh ben, c'est justement créer du contenu. Comment tu peux faire pour faire de l'activation? Ben, ton contenu, il doit être genre à valeur ajoutée, bien ciblé et où les gens vont dire waouh, putain, c'est trop sympa ce qu'il fait et tout. Donc, en fait, on a envie de te rencontrer. Et quand tu vas à tes entretiens, on va regarder ton profil LinkedIn. C'est obligatoire maintenant. Tu peux plus faire ça. Moi, dernièrement, on m'a proposé de faire des cours. Et on m'a dit, dans une nouvelle école, et on m'a dit, oui, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre CV? Ça faisait, je ne sais Ah pas ouais. combien d'années qu'on m'avait pas demandé un Oui. CV. Donc, je n'avais pas de CV. Et en fait, j'avais envie de lui dire, mais regarde juste mon Ouais. LinkedIn, et puis c'est très bien, tu vois. C'est Et ça, donc, t'as j'ai tout. refait Ouais. un CV rapidement et tout. Et je lui ai dit, et il m'a relancé au bout de quelques jours. Je suis désolée, comme on m'a plus demandé mon CV, je sais plus la dernière fois où on me l'a demandé, Ouais. j'en avais pas. Donc le temps que je prenne le temps de le faire et tout, il m'a dit, Mm, non, mais vous inquiétez pas et tout. Bah, j'en ai fait un, je lui ai envoyé. mm. Mais tu vois, c'est pour te dire que ce truc de CV, je l'avais même plus en tête. Ouais. Donc, hyper important de LinkedIn, justement optimiser son profil complètement, c'est ça. travailler son personal branding. Et puis finalement, moi je dis, ne passe pas pour, va pas imiter. Mm, Tu peux t'inspirer. Il faut t'inspirer dans la vie, mais en fait, l'authenticité, c'est ce qui mm, marchera toujours et c'est ce qui va te parler de toi. mm, Souvent, enfin, une fois, j'avais parlé de storytelling et c'est vraiment réussir à avoir une histoire qui te ressemble, qui te mm, parle. mm. Si tu peux faire comme quelqu'un d'autre, en fait, ça va pas marcher parce que ça va avoir un côté un petit peu fake. Et moi, je sais que souvent, on me dit, mais Alexia, ça, on sent ta sincérité. Tu vois, on sent ton naturel. Et quand on me voit, parce que moi, j'en ai marre des ordinateurs et donc j'essaie de rencontrer les gens, j'essaie qu'on se parle. La voix, c'est hyper important. Et ben, quand on me rencontre, en vrai, on me dit, bah ouais, je vois pas trop de différence, tu vois. Enfin, c'est très important, mais c'est super que tu mettes le sujet là, parce que oui, LinkedIn, c'est important. Il faut avoir cette petite vitrine, même professionnellement, quoi. LinkedIn, c'est la base. J'ai vu quelque chose, je sais pas encore si c'est vrai, mais je pense que ça va le devenir, en tout cas, et je pense que ça va être la tendance. Moi, si demain j'ai une entreprise, j'ai une personne qui est invisible sur LinkedIn, qui n'a pas de profil, une qui a un profil ultra optimisé, qui fait des posts, qui est passionnée, tu vois. Parce que pour faire des posts régulièrement sur un sujet, sur le marketing, il faut vraiment aimer ça. Tu vois, c'est pas parce que tu fais pas ça pendant que tu es au boulot de 9 à... Tu fais ça le week-end, tu fais ça le soir. Donc, il faut déjà quelqu'un qui va faire des posts sur le marketing, sur un sujet qu'il aime. Bah déjà, c'est 100 points bonus. Ça montre que la personne aime ce qu'elle fait. Euh, et j'avais vu que, je sais pas si c'est encore le cas, mais qu'aux États-Unis, peut-être euh, que et ben en fait, tu pourrais, les employés qui sont actifs sur LinkedIn, qui ont des bons profils, qui postent, parce que aussi quand tu postes, mine de rien, tu fais aussi de la publicité pour ton entreprise, et Ok. ben ces employés-là pourraient être récompensés en ayant un meilleur salaire ou d'autres avantages parce que ça a un réel impact. Et par exemple, quand je vois des startups, je me dis, en fait, les startups ont du mal à faire de l'acquisition. Parfois, ils lancent leurs produits, mais imagine, tu as, je sais pas, une dizaine d'employés, une quinzaine d'employés. Si chaque employé postait régulièrement sur LinkedIn pendant un an, comme tu l'as dit, tu n'imagines même pas l'impact. Les gens se diraient, mais c'est qui ces mecs, ces personnes-là de cette startup-là qui postent tout le temps des trucs super bien? Et les gens vont se dire, mais c'est qui ces gens Et il y avait une entreprise qui avait fait ça pendant un temps, c'était Wallaxy, je sais pas si tu connais, Ah oui, c'est très bien. C'est un euh, système de prospection, campagne automatisé, voilà. multicanal, qui te permet d'envoyer des messages et tout complètement. Oui, ils ont bien marché. Après, moi, c'est ce que j'appelle l'effet cumulé. Et ensuite, eh ben ça, c'est pareil, c'est une technique de grosse marketing durable, c'est d'utiliser tes employés. Et quand je dis utiliser, attention, hein, c'est pas. Mais au lieu d'aller chercher des ressources en externe, encore Ouais. une fois, Mm, c'est aller utiliser tes ressources en interne. mm, Tu vois, par exemple, tu fais du contenu mm, et c'est les employés chez We Take Part qui mm. sont qui Oui. font le contenu.
Mm. On se Parce qu'on- prend en photo, on se prend en action par rapport à nos initiatives. mm, Et ça, c'est aussi hyper important. Donc, mais j'adore ton exemple parce mm. que ça aussi, ça fait partie du gros marketing durable. C'est Ah ouais, utiliser, enfin, ok. j'aime pas le mot utiliser. C'est que tes employés participent Mm, à justement la croissance en interne au lieu d'aller mm. chercher des ressources en externe. Il y a une marque qui utilise. Faut que Qui j'arrête. utilise. Ouais. Participer. Ah, Non, Ouais. j'aime pas ça. Toi, tu Mm. as l'impression que. Je crois que c'est Avril, une marque de cosmétiques. Et en fait, les mannequins d'Avril, ce sont des employés. Ok. Ils sont pas allés chercher des C'est mannequins dingue. extérieurs. Et ça, c'est génial. Ben, Dingue. c'est beaucoup plus fort. Mm. Aujourd'hui, des contenus qui sont très, très, très à la mode, très tendance, c'est les contenus UGC. En fait, c'est Ouais. comme une sorte de contenu UGC, mais via En finalement tes interne. salariés. Mm. Exactement, en interne. Et ça, moi, je trouve que c'est tellement qualitatif. C'est aussi, tu vois, j'aimais pas le mot utiliser parce que c'est aussi mettre en avant toute cette force salariale que tu as qui t'aide à avancer. Parce que sans eux, tu pourrais pas faire croître ton entreprise. Et ça, je trouve ça génial. C'est aussi de la reconnaissance. C'est montrer que, en fait, vous aussi, vous participez à la croissance de l'entreprise avec votre authenticité, avec votre sincérité. Et ça, mais j'adore. Ouais. Je pense que les employés, c'est les meilleurs ambassadeurs possibles de ta marque et de ton projet. Si t'es, par exemple, je sais pas si tu une marque, je sais pas moi, quand je travaille dans une entreprise, ou pour une marque, j'aime bien aussi, pour moi, c'est important de faire partie de quelque chose. Et c'est vrai que si tu travailles dans une marque ou dans une entreprise où tes propres employés, déjà, ne sont pas des personnes qui pourraient consommer tes propres produits parce qu'ils trouvent ça les intéresse pas, je me dis, mais enfin, c'est tes employés qui vendent le mieux ta marque, qui en parlent autour d'eux. C'est des gens passionnés, quoi. Et quand tu as des employés qui sont passionnés par tes produits ou par ta marque, là, c'est le jackpot, parce que tes employés enfin, vont parler de ta marque en bien, etc. Et vont aussi euh, avoir un meilleur impact sur ta boîte, quoi. Si tu as des gens passionnés avec Bien toi, sûr. qui sont passionnés par ton projet, d'où l'importance aussi, ouais, comme tu l'as dit, d'avoir une vision. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, quand on fait des entretiens, etc., on parle, tu sais, on a toujours une slide ou deux sur la vision, l'impact, etc. Mais c'est vrai que des fois, tu vois ça à l'entretien, mais tu as du mal à le retrouver une fois que tu arrives en poste, tu commences à travailler. Des fois, tu as du mal à le retrouver parce que c'est bien beau de le dire sur des slides, mais si ça sort pas du PowerPoint pour aller dans la vraie vie, au bout d'un moment, les employés sont pas dupes et ils se disent, bon, je me suis fait un petit peu avoir, je vais aller voir ailleurs, quoi. C'est ça. Après, il faut réussir en fait à fédérer justement autour de cette mission, autour de cette charte. Et ensuite, un autre outil actionnable, c'est de faire un vrai bon onboarding qui est suivi, mais pas sur une semaine, sur plusieurs mois avec de la formation. Si tu arrives à faire ça, ben, c'est pareil, hein, c'est aussi grosse marketing durable. C'est dès le début, tu investis personne avec de la formation et avec des onboarding longs. Si tu penses que onboard quelqu'un, c'est une semaine, parce que de toute façon, tu es bien obligé de lui montrer quelques trucs quand tu as la chance d'être onboardé, Ouais. Moi, et ben j'ai en fait, connu tu peux des. Ouais. te Ben Ouais. oui, non, mais on l'a Ouais. tous connu. Donc, Ouais. je pense que tout le monde voit très bien de quoi je parle. Mais voilà, enfin, nous, on onboard chez WeTechPar, ça prend 3 mois. C'est pas parce que, en fait, ça prend du temps, parce que ça passe par de la formation, on te forme aussi. Euh, on a la chance d'avoir une CEO qui est formatrice de la fresque du climat. Donc, on a fait la presque du climat. On essaie vraiment de s'acculturer et de continuer à travailler la montée en compétences. Que la montée en compétences, c'est aussi investir en toi-même. Donc, c'est prendre confiance. Et le meilleur investissement que tu peux avoir, c'est de le faire en toi, quoi. Voilà. Et c'est vrai que l'onboarding, ça me rappelle, ça c'est quelque chose qui est
des fois, il y a des choses où ça me révolte de près. Je me dis, mais comment c'est possible? Euh, J'avais acheté dans une start-up, donc on n'était pas beaucoup. Et en fait, un jour, ça sonne à l'entrée, etc. J'ouvre. En fait, c'était un nouvel employé. Personne ne savait que cette personne commençait aujourd'hui, parce que le CEO ne l'avait dit à personne. Et n'était pas là ce jour-là. Donc toi, tu te retrouves avec quelqu'un qui commence aujourd'hui, personne n'est au courant, et tu dis, je suis allé voir le CEO en disant, pour les prochains, ça serait bien que tu préviennes pour avoir un meilleur accueil, parce que là, tout le monde était occupé en disant, bah tiens, assis-toi là. Et enfin, c'est juste C'est le coup atroce classique, comme, hein. ah, c'est Ouais. atroce. Mais c'est le coup classique Ah, que tu c'est, racontes. Et je fais aussi de temps en temps des formations tuteurs pour justement leur expliquer comment ouais. accueillir ton alternant, la montée en compétences, qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand ils ont terminé leur formation et qu'ensuite ils partent en alternance et tout ça. Mm. Et quelquefois, je dis, alors attention, soyez disponible quand il arrive, puisque C'est- Pourtant, c'est quelquefois, obvious, quoi. C'est logique, mais pour des gens, ça l'est pas, quoi. Donc, enfin, quelquefois, l'alternant, il arrive et il est tout seul, donc vous allez rigoler, mais je sais très bien qu'il y en a certains qui se disent, bah, en fait, elle a raison, attention, il va vraiment falloir qu'on soit là, parce que, en fait, tu peux c'est- pas commencer un partenariat win-win ah oui. si tu commences comme ça. Ouais. Tu vois, ça va pas marcher. Moi, Donc, ouais, pareil, j'ai vécu la première ou la deuxième journée, bah, ma tutrice était en télétravail, et moi, je suis là, bon, ok, bon, bah, elle m'a envoyé 15 PDF à lire, bon, bah, voilà, je passe une semaine à lire des PDF, quoi. Et des fois, c'est des trucs, tu te dis, mais waouh, ça a eu un impact euh, négatif sur toi. ah oui, c'est c'est- c'est plein de petites choses que c'est pas logique pour tout le monde apparemment, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. En tout cas, très intéressant ce monde du growth hacking. Juste, est-ce que tu peux me parler juste, là je sais qu'on a dépassé une heure, euh, par rapport tu sais, à ton agricultrice, etc., ça m'intrigue. C'est quoi en fait cette activité exactement? Enfin, je veux Alors, dire, c'est un passe-temps, je, comment ouais, c'est un, c'est un, c'est un projet de cœur, en fait. ouais, Ça faisait très longtemps que je voulais ouvrir une ferme, m'installer en tant qu'agricultrice, mais bon, tu vois, tu as la vie qui t'emmène dans plein de chemins. Et quelquefois, tu te dis, mais comment je vais faire pour... Parce que moi, j'aime beaucoup entreprendre, mais avant d'entreprendre, j'ai besoin d'apprendre. Je ne veux pas me lancer dans un projet si je ne me suis pas formée, en fait. Et il fallait que je prenne déjà du temps pour passer le diplôme. Et bah, quand dans ma vie tout était aligné pour que je puisse ajouter cette brique et que j'ai fait ma formation, ensuite tout est allé beaucoup plus vite. Bah, déjà, j'avais beaucoup plus confiance et je cherchais un terrain pour pouvoir justement installer. Et moi, j'ai toujours, enfin, depuis le début, moi, je sais que c'est une ferme durable. Je voulais rien faire d'autre. Moi, je veux en fait, surtout montrer l'exemple. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir louer 2 hectares et qui était déjà en partie planté, où en fait on a replanté un petit peu les plantations qu'il y avait déjà. Il y a un tout petit peu de maraîchage, mais très peu. Et l'idée, c'est que c'est que chaque parcelle qui va être récoltée, on va la remplacer par une plantation qui serait moins gourmande en eau, qui serait plus nutritive et aller vers tout ce qui est un petit peu agriculture régénératrice, c'est-à-dire que les sols aujourd'hui sont trop azotés. Donc, il faut penser en fait un peu différemment la façon dont tu vas cultiver. Et par exemple, un des champs que je vais faire, c'est un champ de patates douces, parce que la patate douce, on ne le sait pas, mais de la feuille à la racine, tout est comestible. Et les feuilles de patate douce, elles ont autant d'apports nutritifs qu'un steak. Et donc, ouais. Et attention, moi, je suis pas pour non plus devenir complètement végétarienne ou végane. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Enfin, moi, ça fait des années que 2 fois par semaine, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, je suis végétarienne. C'est un truc que j'ai vraiment instauré dans ma vie. Et bah voilà, ça, par exemple, ben, la patate douce, ça pousse très bien là où j'ai ma ferme. C'est très nutritif.
et c'est pas trop trop gourmand. Ça reste, tu vois, une tubercule. Et voilà, moi je fais ça. Et en fait, à chaque fois qu'une parcelle va changer, ben je vais en parler et ben j'en parle tous les mercredis de la ferme. Donc l'idée c'est vraiment que les gens suivent et juste voient que ça c'est possible. Tu vois que c'est et c'est vraiment un projet de cœur qu'il faut. Ben, il faut que ce projet s'autofinance, donc ben, j'y travaille. Mais en tout cas, ça n'a jamais été pour un business, faire plein d'argent. Et je pense que dans la vie, il y a des projets que tu dois porter qui sont pas pour faire de l'argent. Tu vois, je pense que c'est pareil. On a tous notre notion de la réussite. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai réussi, mais pas parce que je touche 20 000 euros par mois, loin de là, mais parce que je fais des projets qui m'intéressent. J'ai avancé professionnellement, j'ai fait plein de choses, moi. Donc là-dessus, je me trouve assez complète. Euh, Aujourd'hui, je pourrais lancer n'importe quel projet. Donc, je me trouve assez puissante sur ça. Et donc, voilà, je suis arrivée à un moment dans ma vie où, voilà, pour moi, j'ai réussi. Donc après, tu vois, tout le reste, c'est du bonus. Le bonus, ouais. Et ouais, c'est du bonus. Moi, tous les jours, je vis du bonus. Et ça, cette ferme, ben, ça me fait vibrer, quoi. Enfin, quand je suis là-bas, je me ressource énormément. C'est un lieu où bah, je veux accueillir des gens aussi, qui, bah, peut-être, justement, eux, aujourd'hui, sont pas encore dans un j'ai réussi, mais sont en train de se reconstruire. Enfin, bon, j'ai plein d'idées autour de ça. Euh, mais voilà, c'est montrer que tu peux aller faire de la transition, en fait. C'est vraiment, voilà, montrer un modèle de transition, que c'est possible, que on n'a pas besoin d'être tout le temps dans la performance. Et juste se dire, ben, je vais planter Là, tu vois, j'ai fait ma préparation de sol, j'ai ma petite nurserie où je fais pousser les petits bébés, puis ensuite je vais les planter et juste qu'ils poussent comme ils peuvent. Tu Ok. vois? C'est Ouais. pas, allez, on Pas va de, ajouter des pas de fruits. Ah non, pression, pas de stress. Parce que, ouais. c'est ça, et c'est beau de. Et en fait, tu vois, par exemple, il y a le bambou, Mm. c'est un truc qui pousse très très vite. Ouais. Et ben voilà, bah lui, il a une croissance incroyable. Donc Chacun, voilà, c'est ça. Et finalement, si tu arrives à trouver justement ce nouvel équilibre, tu vois, on revient Mm. à cette histoire de repenser les choses, Mm. bah tu vas très bien te nourrir. La biodiversité, elle va faire son boulot parce que la biodiversité, c'est puissant. On l'oublie. Mm. Et tu vois, je suis vraiment contente d'avoir toujours cette idée de me former parce que Mm. c'est vrai que quand je me suis formée, bah déjà, c'est super parce que les agriculteurs aujourd'hui, ils ont une formation ben, très bien et autour justement de la durabilité Ouais. économique, sociale, environnementale. On ne parle que de ça. Donc ça, c'est génial parce que les jeunes agriculteurs, ils ont ça en tête. Mm. Euh, C'est. et après, ça te pousse à penser plutôt des modèles Mm. vers ces chemins-là de durabilité, même si, bah, par exemple, tu le portais potentiellement toi, quoi. Mm. C'est vrai que l'agriculture, c'est quand même. Enfin, on fait pas ça n'importe comment, quoi. C'est vraiment. Faut vraiment savoir beaucoup de choses pour faire les choses bien, quoi. Et en tout cas, c'est Oui, c'est vrai que. après, tu peux tester aussi. Tu peux Ouais. tester des choses. Sauf qu'un agriculteur, il a Mm. 40 tests possibles par plante. Parce Ok. que ben, ça pousse pas non plus à la seconde. Donc, pour voir la croissance d'une plante selon son cycle de vie, tu vois, un ananas, tu as 40 chances dans ta vie d'agriculteur. C'est pas beaucoup. Donc, faut savoir bien écouter, faut savoir observer. Et puis, il faut faire ouais, des petits tests et être à l'écoute de la nature et pas aller. En fait, moi, je cherche plus à m'insérer dans la biodiversité plutôt que d'aller mettre des contraintes à la ferme pour absolument manger un truc qui pousse pas là. Tu vois. C'est vrai que. En tout cas, j'ai Voilà. l'impression que tu as bien trouvé ton équilibre entre euh, Ouais. avoir un métier qu'on aime pour gagner de l'argent pour pouvoir vivre et aussi ses passions qui, eux, vont nous générer de l'argent ou pas, mais c'est pas le but. Et de jouer entre, bah, je passe du temps pour une activité que j'aime bien. Et c'est ça que je pense que pour moi, la réussite, c'est de trouver un métier qu'on aime faire, même si c'est pas notre passion, mais
qu'on aime quand même faire, qui nous permettent de vivre, et d'à côté avoir le temps aussi de profiter de ses passions pour avoir un équilibre sain et avoir une bonne santé mentale tout au long de sa vie, quoi. C'est ça ouais, c'est ça Ouais, la complexité aussi parfois, parce que c'est pas évident pour tout le monde de trouver un petit peu sa voie, mais c'est un travail à faire. Ouais. Et toi, tu as toujours été ouais. dans le côté durable, ou tu as eu un déclic un jour où tu t'es dit, il faut que, il faut que je mette en place des actions, parce que là, enfin, voilà quoi. Ou alors, tu as toujours eu par l'éducation aussi, peut-être, ou alors Alors, c'est venu d'un coup, je sais pas. un peu des deux par l'éducation, effectivement. Je pense à trois choses comme ça. Moi, j'ai grandi en Belgique. En Belgique, le recyclage, ça fait depuis toujours. Enfin, moi, j'ai toujours connu le recyclage, ce qui est arrivé, je trouve, très, très tard à Paris, enfin en France. Donc ça, déjà très sensibilisée là où j'ai grandi, avec plein de magasins bio qui n'étaient pas réservés aux personnes très aisées. Les magasins bio en Belgique, on avait plein et qui n'étaient pas, ça coûtait pas une fortune. Donc ça. Ensuite, moi, j'ai fait plus de 10 ans de scoutisme. Donc, tu vois, nature, exploration, truc hyper important. J'ai travaillé très longtemps dans le secteur du luxe. Et dans le secteur du luxe, en fait, le sujet de la sustainability, ça fait mais des milliards d'années qu'on en parle. C'est-à-dire que le jour où j'ai commencé à bosser dans le luxe, on parlait déjà de sustainability. C'était un mot, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'entends sustainability, mais moi, ça fait 20 ans que j'entends sustainability, sustainability, tu vois. Donc, je pense que ça, plus ça, plus ça, a fait que bah, c'est sûr que j'allais terminer dans la Mhm, dans ce- durabilité. Mhm, Et voilà. Et ensuite aussi, je pense que le dernier déclic, ça a été qu'il y a 10 ans, moi, je suis devenue minimaliste. ok. Donc, j'ai très peu de choses. Je me charge pas. Je préfère avoir des choses que j'adore, tu vois, que je chéris, mais j'ai un exemplaire de chaque chose. Mhm. À partir du moment où pendant un an, j'ai pas utilisé quelque chose, ça veut dire qu'il n'a pas d'intérêt à être dans ma vie. Tu Donc, le... ouais, je le donne parce que c'est- je vais pas le jeter, tu vois. Mhm, Donc en fait, tu vois, aujourd'hui, par exemple, enfin, j'ai déménagé il y a un an et pendant 5 ans, j'étais dans un autre appartement. Et quand je suis arrivée dans cet appartement, en gros, soit je mettais un tout petit frigo et une machine à laver, soit je prenais un gros frigo et j'avais pas de machine à laver. Et moi, j'ai fait le choix de pas avoir de machine à laver. Alors attention, j'avais quand même une laverie juste en bas de chez moi. Bon, mais il fallait pas. Et il s'avère que j'avais de la famille pas loin, tu vois. Mais je l'ai fait ce choix-là. Ça me semblait pas être un monde, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai une machine à laver, je fais une machine par semaine. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup de toute façon. Euh, Trop de choses, moi, ça me m'angoisse. Parce que justement, j'ai fait ce chemin de minimalisme depuis longtemps et je me sens tellement plus, en fait, plus forte. Par exemple, moi, j'ai plein d'amis qui me disent tout le temps, ah, j'ai mon truc qui est tombé en panne, j'ai ma machine à laver tu vois, mon lave-vaisselle qui est tombé en panne, nanana, les réparateurs. Moi, je me sens pas du tout concernée parce que j'ai très peu de choses, tu vois. J'ai une mini plaque, un air fryer, tu vois. J'ai pas, voilà. Donc, aujourd'hui, je respire durabilité, puisqu'en fait, c'est vraiment ma vie, tu vois. Je consomme très peu, mais je fais pas d'efforts. Tu vois, justement, moi, j'ai pas eu à tout repenser. C'est juste qu'à force de déménager, de perdre des choses et tout, un jour, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Et mon objectif, c'était de pouvoir me dire, en une après-midi, je peux déménager. Et quand tu réussis, tu vois, chez toi à te dire en 4 heures, on peut tout remballer, là, c'est bon. Durabilité, tu sais ce Ah, que mais ça veut dire? là, t'es au maximum. C'est vrai que Euh, quand tu as trop Comme quoi. d'objets, j'ai l'impression que c'est tes objets qui finissent par te posséder, parce qu'il y a trop de choses, quoi. J'adore. Mais c'est limite ça. C'est Mais ouais, plus toi qui c'est possèdes tes objets, c'est eux tu rentres chez toi, il y a ça. plein d'objets partout. Tu te sens, ouais, comme tu l'as dit, tu peux te sentir oppressé, etc. Et ouais, c'est vrai que le minimalisme, c'est très. Je pense que ça.
ça devient logique, je pense, une fois que tu as commencé, après, je pense que tu peux plus revenir en arrière. Et j'avais vu tu sais, souvent, on fait des achats un peu compulsifs. Et en fait, euh, j'ai- on conseille maintenant, tu sais, si tu veux acheter quelque chose ou quoi sur Internet, d'attendre, même t'attends une journée ou 2, 3 jours avant d'acheter. Et dans 3 jours, tu te poses la question, est-ce que je veux encore acheter Vraiment. cet objet? Et souvent, tu te rends compte qu'en fait, 3 jours plus tard, bah, en fait, tu l'achètes pas, tu n'as plus envie de l'acheter. C'est juste sur le moment, tu as eu un truc, tu as vu un truc passer qui t'a donné envie de l'acheter, ou quand tu achètes, ça te libère aussi peut-être de la dopamine, ou ça te fait plaisir. Et au final, 3 jours après, tu te dis, en fait, j'ai pas envie de l'acheter, ce truc, ça sert à rien. Donc, des fois, juste de mettre en place des petits process comme ça, au lieu d'accumuler Ouais. des objets qui ne servent à rien, tu peux te dire, ah, tiens, j'y réfléchis Ouais. à 2 fois, et au final, ouais. C'est une très bonne technique et une fois sur deux, tu n'as plus envie de l'acheter, hein. Ouais. Tu vois? C'est très Moi, compulsif. aussi, une autre technique, c'est quand il y a quelque chose qui arrive chez moi, il y a quelque chose qui repart. Tu Ok. vois? Ah, Genre, ouais. bah oui, parce que j'estime être au Mm, maximum. Donc là, Donc, en fait, ouais. si je donne quelque chose, il faut que je donne quelque chose et là, tu peux pas stocker. Et c'est fou comme tu accumules des trucs. Moi, j'achète vraiment pas grand-chose et chez moi, ça s'accumule parce qu'on me donne des trucs. Donc, je le redonne. Heureusement, je suis pas très loin d'un Emmaüs à qui je peux, tu vois, redonner toute cette générosité qu'on peut partager avec les autres, avec des vêtements, des objets, des couverts, des assiettes et tout ça. Mais voilà, le nombre de gourdes, tu vois, que j'ai, je me suis retrouvée avec 15 gourdes parce qu'en fait, tu vois, tu vas dans des trucs, des cadeaux régis, des Mm, entreprises, des machins, et puis tu mm. te retrouves un jour avec 15 gourdes et Et tu dis, mais je tu suis tout. l'utilises jamais en plus. Tu les gardes, mais tu les utilises jamais, quoi. Donc, C'est ça sert à rien. En tout cas, merci hein, pour cet échange. C'était très intéressant. ouais, J'avais pas mal de questions hein, c'est trop sur le sympa. growth hacking et tout. Et les gens, j'adore les gens passionnés qui aiment partager leur parcours, leurs astuces, etc. Donc, merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à échanger avec toi et encore une fois à partager un peu de mon expérience. Et puis à vous emmener aussi dans mon univers éco-conscient, d'agriculture, de croissance, de formation, de green tech, de climate tech. Voilà.